le génie français, c'est de refaire l'Empire romain. C'est-à-dire d'unifier toutes les populations européennes qui ont été jadis unifiées sous l'Empire romain et les prendre sous son aile. Le nouvel Empire romain, c'est la France. C'est pour ça que j'explique qu'en quelque sorte, celui qui a accompli le travail de façon ultime, c'est Napoléon, et que son échec signe la fin d'un destin français. Alors, le judaïsme, vous savez, Voltaire disait, qu'est-ce que l'islam? C'est un réchauffé de judaïsme. En vérité, l'islam reprend beaucoup de points du judaïsme. C'est une orthopraxie comme le judaïsme. Il n'y a pas de clergé dans le judaïsme comme dans l'islam. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'incarnation. L'islam est un réchauffé du judaïsme. La formule de Voltaire est magnifique. Éric Zemmour, vraiment, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Et si pour cela, Christine, il faut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, je vous le rappelle, c'est l'origine du mal. C'est la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention des droits de l'enfant qui nous obligent à ne expulser personne. Il faudra sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Ceux qui sont violeurs. Non, Christine, il ne faut pas se donner le choix. Il faut en laisser rentrer personne. Il ne faut pas, vous savez, moi je pense, vous pensez à ces enfants qui sont en souffrance, moi je pense aux femmes qui sont violées par ces gens-là. C'est du moralisme. C'est-à-dire qu'on revient au XVIIe siècle. C'est extraordinaire. Elle nous ramène au XVIIe siècle. Eric, Justement, toute l'œuvre. Mais Céline était antisémite, et je tiens Céline pour un des plus grands écrivains. Aragon a fait l'éloge de la Tchéka, qui a massacré des millions de gens. C'est pas plus grave, ça? Je pense que... Et moi, j'adore Aragon, et je lis La Semaine Sainte et d'autres livres d'Aragon. Mais je pense que du point de vue d'une femme qui a subi une agression sexuelle, ce que vous dites, malheureusement, on ne peut pas l'entendre. Je comprends très bien. Mais il faut savoir distinguer. L'artiste de l'œuvre, c'est la base de la civilisation. Si on ne distingue plus entre l'artiste et l'œuvre, je vous dis, on revient au moralisme d'avant tous les progrès de la civilisation. C'est du puritanisme. Aux gens qui sont assassinés par ces gens-là, aux Français qui sont trop brutalisés et traumatisés par ces gamins-là, il faut arrêter ça. Il faut penser aux Français avant les autres. Et vous savez, il faut reconnaître que la France et les nations en général ont le droit de défendre leur identité. Et c'est votre droit, et on vous laisse la responsabilité de vos propos, même si... J'espère bien. Oui, non, je prends toujours la responsabilité de mes propos, vous savez. Alors après un message de soutien aux blessés aux forces de l'ordre, vous avez aussi publié sur vos réseaux ce commentaire que je cite. Zemmour condamné par la justice française pour avoir dénoncé l'islamisme le jour même où une énième attaque islamiste est perpétrée en France. Avant-hier, la Commission européenne présentait un pacte pour accélérer encore l'immigration. Voilà tout le drame français, soutien aux victimes. Alors on rappelle qu'Éric Zemmour a été condamné à une amende de 10 000 € pour injure et provocation à la haine suite aux propos qu'il avait tenus le 28 septembre 2019. Ne croyez pas les optimistes qui vous disent que vous avez tort d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Oui, l'islam, ils disaient l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. Beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam... En ouverture de la Convention de la droite qui était organisée par des proches de Marion Maréchal, des propos à l'encontre de l'islam et de l'immigration, des propos qui avaient à l'époque été largement dénoncés. Et le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait reçu plus de 3600 signalements. Le tribunal a considéré que ces propos constituaient, je cite, une exhortation tantôt implicite, tantôt explicite à la discrimination, à la haine à l'égard de la communauté musulmane et à sa religion. Il ne méritait pas d'être condamné, selon vous? Non, je pense que c'est gravissime ce qui se passe. D'ailleurs, je suis choqué par les termes du jugement. On parle de communauté musulmane de la part officiellement de la justice française. Je trouve ça problématique de communautariser même l'écriture des jugements, si vous voulez. Je suis certain que le CRIF est l'expression politique du judaïsme français et entend
protéger les intérêts de la communauté juive. Mais alors, ce qui est bizarre, et c'est contradictoire... Et je dirais même, je vais même aller plus loin dans votre malice, non seulement les intérêts de la communauté juive, mais également, il me plaît à le dire et à le penser, les intérêts, sinon de l'État d'Israël, au moins de l'existence de l'État d'Israël de manière paisible. Je pense que ça en dit long. Non, je pense qu'il condamne l'islamisme. Bon, après, il le dit avec ses mots, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ça fait partie du débat démocratique et ça doit faire partie du débat démocratique. On peut approuver Zemmour, on peut combattre Zemmour, mais on doit en débattre. Sinon, on n'est plus le pays de la liberté d'expression. Enfin, ce que je dis est la palissade. On n'est évidemment plus le pays de la liberté d'expression. On est même un des pays, je mets les dictatures les pires à part, mais on est un des pays qui contraint aujourd'hui le plus la liberté de penser, la liberté d'écrire, la liberté de parler. Pour vous, la liberté d'expression doit autoriser à tout dire ? Pas tout, non, pas la diffamation, pas l'injure, pas l'appel au meurtre, etc. Mais par contre, je pense que depuis... Liberté de penser, liberté d'expression, oui, depuis 20 ou 30 ans... Non, je ne fais pas la distinction, mais depuis 20 ou 30 ans, on a considérablement restreint par des lois successives et puis par l'état d'esprit, on n'a même pas besoin de loi, par un état d'esprit de petits censeurs, on a restreint de plus en plus la liberté d'expression, au point qu'aujourd'hui, dès qu'on dit un mot, on se dit « Oh là là, est-ce qu'il n'y a pas une ligue de vertu? Est-ce qu'il n'y a pas une minorité, une association communautariste, un tribunal, un adversaire politique qui va me traîner devant les tribunaux et puis je vais être condamné, etc. » Enfin, ça devient dingue. Vous savez, moins on vous y pensez, vous, à ça? Vous vous restreignez parfois? Alors moi, j'essaie de me restreindre le moins possible parce que j'aime bien appeler un chat, être sans langue de bois. Mais vous savez, moi, j'ai déjà été poursuivi. Vous modérez vos propos? Moi, j'ai déjà été poursuivi en justice. Vous savez par qui? Par le Qatar. Qatar, un jour, avec 2 avocats. L'avocat de Hollande et son deuxième avocat, c'était l'avocat de Sarkozy. Les principaux avocats des anciens chefs d'État qui sont au service du Qatar et qui avaient essayé de me poursuivre en diffamation parce que j'avais osé dire que ce pays avait eu un rôle trouble dans le financement du terrorisme islamiste, ce qui est vrai, et ce qui est documenté par beaucoup d'enquêtes. Et d'ailleurs, le Qatar n'a pas eu gain de cause. Mais vous voyez, tout ça est délirant. Alors c'est Zemmour, c'est d'autres, mais je pense qu'il faut arrêter de tout judiciariser. Et effectivement, je remarque que le jour où il y a une nouvelle attaque islamiste qui ensanglante le sol de France, eh bien, Zemmour est condamné, lui, par la justice française. Moi, je connais bien Florian Philippot, puisque je le défends dans l'affaire contre le Qatar. Ah oui, t'es son avocat, oui. Donc, je suis à la fois son adversaire politique et son avocat, mais c'est quelqu'un que je respecte, parce que c'est quelqu'un de respectable et qui a un très bon niveau intellectuel. Ça va manquer au FN, ce niveau intellectuel? Quand vous avez quelqu'un de talent qui quitte un parti, forcément ça manque. Alors, vous avez déjà Marion qui est parti. Vous avez maintenant Florian Philippot. On peut pas dire que ça soit une bonne nouvelle pour le Front National, et en même temps il faut pas être apocalyptique. Quand Maigret a quitté le navire, certains ont prédit la mort du Front National, et le Front National est toujours debout. Mais le Front National a perdu à cause de Philippot ou à cause de Marine Le Pen? Non mais écoutez, d'abord Florian Philippot inspirait déjà beaucoup de détestation à l'intérieur de la boutique avant les élections. Ouais. Il est certain aussi que son désir de quitter l'euro n'a pas été, à mon avis, extrêmement productif pour la campagne. Ça n'excite pas à cela tout seul la défaite, encore qu'il faut relativiser la défaite, parce que le Front National était quand même présent au second tour, faut quand même pas l'oublier, devant Mélenchon. Donc il faut relativiser tout ça. Non, je crois que, et de son point de vue à lui, ça ne manque pas quand même de grandeur de partir, parce qu'il a été jusqu'au bout, finalement fidèle à ses idées. Donc je comprends pas. Et il faut conduire des projets. Il faut surtout conduire des projets. Ça doit être une Europe qui fonctionne, c'est une Europe de projets. On le sait bien. Ce qui fonctionne, c'est par exemple nos jeunes qui à travers Erasmus, échangent, favorisent ainsi leur future insertion professionnelle. Ce sont des grands projets industriels. Voilà, c'est sur cette base-là qu'on peut construire quelque chose de solide, qui parle au peuple, et quelque chose qui nous projette vers l'avenir. Des médicaments hors de prix. Vous pensez que les lobbies sont derrière ces attaques, selon vous? Mais c'est certain. Moi, je pense Lesquels? Des grands laboratoires. Je pense que quand les médecins prennent la parole dans les médias,
à la télévision ou à la radio, ils devraient avoir l'obligation, avant de prendre la parole, de déclarer leur lien ou leur conflit d'intérêts. De dire combien ils reçoivent et de qui. Non, mais là, franchement, si je peux me permettre, elle est caricaturale. Parce qu'on a l'impression que le Front National tient une personne, ce qui est quand même... Je sais pas, c'est pas du tout ça. Mais je suis pas en train de dire ça. Je suis simplement en train de te dire que de traiter par un revers de la main le départ de quelqu'un de valeur et qui a apporté sa pierre à la construction d'un édifice qui n'est pas négligeable n'est pas une bonne nouvelle. C'est pas apocalyptique, mais on a le droit de dire que c'est pas une bonne nouvelle. Mais moi, je vous reconnais absolument le droit de porter le deuil de Florian Philippot. William, je te reconnais le droit de porter le deuil. C'est pas porter le deuil, mais en revanche, quand le vice-président d'un parti qui est au deuxième tour de l'élection présidentielle part, c'est une crise politique dans un parti majeur. C'est une crise politique. Ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que Florian Philippot avait une délégation centrale à la communication et à la stratégie. Que nous sommes passés maintenant, du fait du rôle d'opposant qu'on va jouer, de la nécessité de mettre Marine Le Pen en valeur au Parlement à une autre forme de communication. D'accord. Bon, Florian garde son poste de vice-président. Bon, simplement, il y a une réforme dans l'organisation de la communication. On veut qu'il y ait un traitement égalitaire. Ce qui n'exclut pas, William a raison, moi je ne vais pas jouer le faux cul des mots, qu'il y a eu des tensions personnelles, je vais parler de fractures relationnelles. On se croirait presque devant un vieux couple. Moi, je m'intéresse au bien-être de Florian. D'ailleurs, demandez-lui, je l'engueule tout le temps parce que je trouve qu'il prend pas assez de vacances. Moi, je m'intéresse à ses chats. Et en plus, il me ment. Il me dit, je pars en vacances et je m'aperçois qu'il n'est pas parti en vacances. Bah oui, mais... Voilà. Il me ment. Non, je mens pas, non. Si, tu mens. Non. Tu dis, je pars en vacances et j'allume la télé et je te vois sur BFM. Mais donc parce tu mens. que c'était enregistré. Il prenait trop de place, Philippot. Il prenait trop de place. Au Front National, on a toujours oublié que le numéro 2 devait rester numéro 2, et Bruno Maigret l'avait oublié, et Florian Philippot l'a oublié, c'est ça? Être à sa place, c'est rester à sa place. Bon, à partir du moment où il y a une transformation de l'organisation de la communication, en tenant compte des paramètres immédiats, on est obligé de dire à Florian, nous jouons un rôle d'opposant maintenant, il y a le Parlement national, il faut donc que tu acceptes de ne plus être le communicant premier et l'espace de parole. Il ne le veut pas. Il ne le veut pas. Mais il ne le veut pas, peut-être parce qu'il a l'impression que vous le mettez au placard. Merci, Gilbert. C'est une façon de le mettre au placard. Merci, Gilbert. Ça nous amenait bien sûr à parler de ces gestions de la crise par le gouvernement. Un petit mot sur ce Premier ministre Jean Castex. Vous en pensez quoi, Florian Philippot? Vous connaissez? Non, je ne le connais pas. Enfin, je l'ai vu là il y a quelques jours. Il a réuni les. Vous avez convié? Bah oui, les chefs de parti sur la crise sanitaire. Donc au ministère de la Santé. Donc il y avait Castex, il y avait Véran. Il y avait Darmanin, notamment, et Blanquer pour l'éducation nationale. C'est plutôt à saluer parce que vous n'êtes pas représenté en tant que parti. Parce qu'on a, ici on a un député, donc si on est représenté à l'Assemblée nationale et c'était le critère. Mais j'ai dit, votre remarque n'est pas absurde parce que au début du confinement sous Édouard Philippe, j'étais invité, puis ensuite ils ont changé les critères, il fallait avoir au moins 5 parlementaires, ce qui était. Et ensuite ils ont rechangé le critère, enfin tant mieux. Bon, enfin, écoutez, voilà, donc moi j'ai posé quelques questions, j'ai pas eu de réponse, et c'était seulement 24 heures après qu'ils annonçaient aux Français les mesures très dures contre Marseille et dans d'autres villes, alors qu'ils nous avaient réunis la veille sans rien nous dire. Donc si vous voulez, à ce moment-là, pourquoi nous réunissent-ils? C'est le Black Friday de la politique, quoi. C'est pas de mépris pour José Édouard. Le grand jour de solde des convictions. Non mais c'est une trahison, Monsieur Bourdin. Moi je suis désolé, mais même dans le Nouveau Monde, faire de la trahison une vertu, pas chez nous. Voilà, pas chez nous. Le terme ensauvagement pour qualifier l'insécurité par Darmanin en tête, qui n'a pas manqué de faire la polémique également. Vous en pensez quoi de ce terme? Vous savez, le premier politique en France qui a repris ce terme, c'est moi. J'avais lu Oberton, Orange Mécanique, c'était en 4e de couverture, on retrouvait ce terme ensauvagement. J'avais d'ailleurs rencontré Oberton avec plaisir à l'époque. Et début février 2013, je mets un tweet qui est toujours en ligne en parlant d'ensauvagement. Voilà, donc j'ai aucun problème puisqu'il m'a copié avec 7 ans de retard. Je ne comptais pas du tout vous parler des méthodes d'intimidation. Il m'arrive d'en parler. Il m'arrive effectivement de vitupérer le terrorisme intellectuel. Et d'une certaine manière, j'étais venu vous dire ici uniquement pourquoi je suis là.
Parce que je suis là, je vous le dis très franchement, parce que je vous aime. Vous dites que les Palestiniens aujourd'hui sont des victimes. Il y a aussi des conditions de vie dans lesquelles vivent aujourd'hui les Palestiniens. Oui. Gaza, une prison à ciel ouvert, plus d'1 million. Non mais écoutez, ne dites pas prison à ciel ouvert. Je vous en prie. Il n'y a pas une prison. Il y a une densité quand même de population. Je crois que c'est la plus forte densité de population au monde. Et il y a un blocus. Non, Vanessa Bourggraf, inférieure à celle de Singapour. Contrairement aux la différence, c'est qu'on peut partir de Singapour. Mais c'est quand même différent. Non, mais écoutez, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible cette posture de la victime où on vous cède un territoire, où vous pourriez le transformer effectivement en vitrine de la Palestine, tel Singapour et pourquoi pas, et où le premier geste que vous faites, c'est d'envoyer une bordée de missiles. William Golnadel, si la Malaisie avait fait le blocus de Singapour, Singapour ne serait pas développé. Non, Pascal Boniface. Philippot, sans tomber dans la caricature, vous ne pensez pas qu'il y a une stigmatisation parfois politique et médiatique de l'islam et des musulmans qui attise la haine et qui finit peut-être par provoquer encore davantage de dégâts? Écoutez, moi je pense pas. Musulman, eh bien, le phénomène de ces mineurs, de ces faux mineurs isolés, pardon de le dire, on a le droit d'en parler là. On a encore une fenêtre de tir de 10 jours peut-être pour en parler. Mais s'il y a encore, il y a 15 jours quand on parlait des mineurs isolés, c'était pour culpabiliser la France et les Français de tellement mal accueillir les mineurs isolés. Il y a des lois. Mettez-vous 5 minutes à la place des Israéliens qui jouent, ils peuvent pas se permettre avec l'exiguïté d'un territoire. Mettez-vous à la place des Israéliens. Sur la globalisation et le marché. Oui, je vous laisse l'utilisation, la référence à Mengele, et je vous laisse par ailleurs la référence au gouvernement mondial, parce que vous êtes un homme intelligent et vous n'êtes pas sans savoir que gouvernement mondial, c'est une expression qui est souvent utilisée par des complotistes, des antisémites. Dans l'idée, je vous laisserai préciser, mais gouvernement mondial, à chaque fois que c'est utilisé ou quasiment systématiquement dans le débat public, sur des blogs, sur les réseaux sociaux, c'est par des gens qui considèrent qu'il y aurait je ne sais quel lobby, juif en l'occurrence, il faut le nommer, qui dirigerait le monde. Donc c'est une expression malheureuse. Voilà, mais je le dis. Et par ailleurs, je trouve assez juste insultant. Je trouve déplacé de mettre sur le même plan le régime d'Erdogan en disant que finalement la France serait plus ou moins à peu près la même chose. Je rappelle qu'on parle d'abord de quelqu'un qui s'inspire politiquement de l'islam politique, d'une conception totalement rigoriste de la religion, de quelqu'un qui enferme des journalistes, de quelqu'un qui pourchasse ses opposants. On pourrait en dire la même chose de Poutine. Il y a quelqu'un qui a été empoisonné il y a quelque temps, qui a été évacué en Allemagne. Il pourrait en parler mieux que moi. Et donc mettre sur le même plan des exactions à l'encontre des droits de l'homme, à l'encontre de la liberté de la presse, avec la France où il est toujours possible de trouver ici ou là des choses à redire, mais où la presse est libre, où les opposants s'expriment librement, où l'on peut contester devant des autorités, devant la justice, critiquer le pouvoir politique à l'Assemblée, dans la rue, dans les manifestations. Mettre sur le même plan ces deux conceptions de la démocratie, je trouve ça malheureux. Précisez ce que vous disiez sur le... Oui, mais vous êtes permis d'ailleurs, ne me demandez pas si vous pouvez, vous l'avez fait. Vous jouez du violon de manière extraordinaire, c'est formidable cette façon de dire le bien, le mal, et puis de dire en gros que ceux qui ne se trouvent pas dans la revue s'y trouvent quand même, parce que j'avais parié à la caisse que j'y aurais droit effectivement au complotisme. Mais là, cette idée que les Juifs piloteraient le monde, vous êtes insultant, monsieur. Vous êtes insultant, je ne suppose pas ça, je ne dis pas ça, personne ne dit ça dans cette revue. Je veux dire, ça, on peut même quasiment porter plainte à votre, devant vous. Oui, non, mais moi je ne fais pas ce genre de choses. Très sincèrement, je ne m'étais pas senti visé par la sortie de M. Michel Onfray. Et les gens qui composent cette revue, c'est principalement des amis, ce ne sont pas des grands antisémites et des grands antisionistes. Il faut écouter ce que j'ai dit parce que mais j'ai compris. Ne m'avez écouté. Non, mais j'ai bien compris que tu trouvais malheureux l'usage du mot gouvernement mondial. Qui est par ailleurs utilisé par d'autres pour désigner un lobby. Sauf Amine. Vous avez réduit à la revue est composée d'antisémites. Amine, si je peux aller continuer. Amine, si je peux continuer. Non, mais si tous les mots sont piégés, c'est difficile de parler. Donc, je veux dire, c'était assez compréhensible, sans faire même des procès d'intention sur les mots eux-mêmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi aussi,
Très sincèrement, Michel, je préfère, même si je considère qu'on vit dans une manière de dictature soft en matière notamment médiatique, malgré quelques îlots de liberté comme celui dans lequel nous nous trouvons quand même, je préfère vivre en France qu'en Chine ou en Turquie. On est d'accord. Je rejoins à peu près la vision des choses. On déteste aujourd'hui l'État-nation, et notamment l'État-nation occidental, et on rêve davantage d'empire. Moi, je pense que l'État-nation, c'est la bonne dose entre l'Empire et la tribu. Personnellement, c'est pour ça que je l'aime. Et effectivement, les gens qui veulent dominer l'Empire ont une vision extrêmement capitaliste des choses. Donc, la vision telle qu'elle est présentée par Michel Onfray me convient globalement. Jérôme Marty m'a écrit. Alors, évidemment, je pense que ce qu'il me dit va encourager vos raisonnements, cher... scepticisme. Votre scepticisme. Pour info, Jérôme Marty, que vous connaissez, la grippe saisonnière de 2020 a été très peu létale et très peu présente. À peine 72 décès. Ouais. 72 décès en réanimation. Et probablement à peine quelques centaines au total. Quelques centaines au total, dit-il. Les mesures barrières ont probablement joué, dit Jérôme. Ce qui fait d'ailleurs, c'est pour ça que moi, ce qui me fait peur, c'est que le masque... On l'a pour toujours maintenant. Alors, dans ce cas-là, il faut mettre le masque pour éviter la grippe. Mais vous, non, parce que évidemment, la grippe. Mais évidemment que. Permettez que la grippe sous contrôle du docteur Marty, c'est de 10 000 à 20 000 morts. Je porte à ta connaissance que sans un masque, la grippe a l'avantage d'avoir son vaccin. Et donc, tu peux te vacciner contre la grippe. Je te rappelle que la grippe tue. Elle va pas me tuer. La grippe de Hong Kong en 69 avait tué 33 000 personnes depuis 15 ans. Ici, et tout le monde s'en est foutu. Mais moi, je me vaccine depuis 15 ans. Je suis immortel contre la grippe. Je suis désolé. C'est très bien. Vous devez avoir quand même été vacciné et avoir la grippe. C'est quand même ahurissant, ce taux de grippe, ce taux de mort. Et c'est ahurissant, c'est la vie. Vous n'allez pas contester non plus le virus de la grippe, enfin. Non, mais je m'en amuse. Enfin, mais vous en amusez, qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Qu'on a mis les deux ensemble, c'est ça que vous voulez dire? Je vais vous donner une info. À Paris, les pédiatres encouragent à faire vacciner les enfants contre la grippe en disant, sait-on jamais, ça pourrait marcher contre le Covid. Bon. Non, mais moi, je vais même aller... Alors qu'il faut savoir que jusqu'à présent, on ne suggérait jamais dans la vaccin de la grippe pour les enfants. Jamais. Je vais aller encore plus loin dans la transgression, quitte à choquer encore mon ami Rioufol, puisque nous sommes dans un monde en ce moment un peu contraignant et qu'on veut contraindre les gens. Moi, je ne serais pas choqué que le vaccin contre la grippe soit obligatoire. Je le dis très franchement. Ah bon? Ah oui. Non, mais pourquoi? Bon, allez, on avance, c'est pas le sujet, ça part dans tous les sens. Notre triste expérience me conduit à penser que ce sont davantage les islamistes que, par exemple, des intégristes chrétiens ou le mal blanc, tels que les féministes se plaisent à le dessiner comme le seul agresseur possible pour les malheureuses. On a changé d'époque, et tant mieux. Est-ce que tu veux interdire que Cohn-Bendit vienne au micro sous prétexte que dans un livre, post-68, il a fait l'apologie de la pédophilie. Il considère que c'était formidable de caresser un petit garçon. Moi, je trouve ça très choquant. Donc, il ne faut plus qu'il vienne, il ne faut plus qu'il parle. Alors, je ne suis pas pour l'interdiction. Il n'a pas été condamné. Non, lui, il est en Suisse, il est recherché par Interpol. Écoute. Mais Woody Allen n'a jamais été condamné, mais c'est incroyable. Il y a des accusations contre lui. Il y a des accusations contre lui. Et j'aime beaucoup le cinéma de ce mec. David, là, on touche le fond. Gilles Williams, s'il te plaît. C'est pas parce que ça te dérange. Non, c'est pas que ça me dérange, c'est que ça me casse les oreilles. Que je ne vais pas te dire ton fait. Alors là, c'est encore plus grave. Parce que Polanski a été condamné en justice. Woody Allen n'a jamais été condamné en justice. Why shouldn't I be angry? Why shouldn't I be hurt? Why shouldn't I feel some sort of outrage that after all these years being ignored and disbelieved. There's no telling why. You can never learn anything.
c'est une erreur qui leur paraît charmante, peut-être que ça leur plaît de persévérer dans l'erreur, mais il n'y a aucune raison de commettre une telle erreur parce que tous les éléments d'appréciation, je ne parle pas de moi-même, c'est la police, les tribunaux, tout m'a complètement blanchi et pourtant, et malgré tout, ils s'obstinent dans l'erreur. Il y a peut-être une raison, peut-être que ça leur plaît de se complaire dans l'erreur, mais enfin, comme je vous l'ai dit, l'erreur est humaine et ce que j'espère, c'est qu'un jour, ils se rendront compte qu'ils ont commis une triste erreur. Vous avez pu être en contact avec elle ou avec votre fils, le journaliste Ronan Farrow, qui a grandement participé au mouvement MeToo, qui a relancé ces accusations? Non, je n'ai même pas le droit d'entrer en contact avec eux, figurez-vous. La dernière fois que j'aurais parlé, ils avaient 4 ans et 7 ans respectivement, et depuis, on les a endoctrinés pendant des années. Bon, je ne pouvais pas faire grand-chose, c'était des petits-enfants, lorsqu'on a commencé à leur faire ce lavage de cerveau, il n'y a rien que je puisse faire par rapport à cela. C'était 2 enfants adorables. C'est très triste quand même de voir cela. Mais ainsi va la vie est triste. Et des tristes choses se produisent. Mais il n'y a rien que je puisse y faire. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire à vous, Woody Allen? I forgive you. Je te pardonne. Because if he exists, parce que s'il existe, je pense que je risque d'avoir de gros problèmes. Sociale, quand vous avez une immigration massive et illégale, il est certain que les conditions sociales ne vont pas s'améliorer. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous voyez que les vols avec violence ont diminué. Ce qui a augmenté, c'est justement la violence gratuite. Donc on ne peut pas expliquer, c'est pas le pauvre qui va voler un pain, c'est souvent la violence gratuite, pour un regard, pour une cigarette ou pour des choses comme ça. Donc l'explication sociale... Non mais vous avez l'explication... Pardon, mais c'est un avocat qui vous parle. Moi, cette justice médiatique-là, elle m'insupporte énormément. Donc, indépendamment de ce que je viens de vous dire, bien évidemment, indépendamment de ça, je ne supporte pas les tribunaux médiatiques. Ouais. Et indépendamment de ça, quoi qu'il arrive, bien entendu, avec grand plaisir, j'irai voir J'accuse, parce que Roman Polanski est un très grand metteur en scène, parce que Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuel Seigner sont de très grands acteurs et actrices, et que personne ne m'empêchera de regarder ce que je veux voir. Non mais, clairement. Fatima. Enfin, franchement... Je peux être légitime à parler? Non mais je suis blanc et je vous emmerde. Non, sois pas grossier, s'il te plaît. Je n'accepte pas. Non, mais sois pas grossier. Non, et moi, j'accepte pas la grossièreté. Laisse-la parler. Je n'accepte pas la grossièreté. Tu laisses parler Madame Makovichou. Non, elle émet une opinion. J'accepte pas la grossièreté. Anti-blanc non plus. Non, n'accepte pas le racisme anti-blanc non plus. D'accord. Non, elle est là. Tu n'acceptes pas le racisme anti-blanc. C'est pas du racisme anti-blanc. Elle émet une opinion. Elle dit que je peux pas parler parce que je suis blanc. Elle a pas dit ça. Non, elle te dit simplement. Elle veut parler. C'est insupportable. Mais non, c'est pas insupportable. C'est de la grossièreté. Je n'accepte pas le racisme. Tu n'as pas à dire je vous emmerde. Non, elle a dit que les hommes de 50 ans ne devaient pas parler. Allez-y. Non, allez-y Madame Makovichou. Je n'accepte pas le racisme. Mais tu peux crier tant que tu veux. Allez-y Madame Makovichou. Mais tu me reprends pas là-dessus. Mais si, je t'emmerde, je te reprends. Allez-y Madame Makovichou. Tous les racistes anti-blancs. Allez-y Madame Makovichou. Allez-y, je vous en prie. Je ne peux pas parler par-dessus la parole d'un homme qui est complètement délirant. Non, il n'est pas délirant. Allez-y Madame Makovichou, s'il vous plaît. Ça marche dans les deux sens. Allez-y. On peut avancer un peu là. Allez-y. Oui, est-ce qu'on pourrait redonner la parole à des avocats, tout le monde en donne la parole, à des professionnels de la pédocriminalité, des professionnels qui travaillent sur le soutien aux victimes? Est-ce qu'on peut arrêter de donner la parole à des hommes alors blancs, il y a une femme, mais est-ce que vous pouvez... Ouais, mais là c'est mais ça tue le débat, mais là je lui dis ça tue le débat. Non mais c'est intolérant. Mais oui, je suis d'accord. Là je décidé qui doit parler ou pas parler. Mais là je suis d'accord. Mais non, mais attends, c'est insupportable. Mais je suis d'accord avec toi.
là. Je te reprenais sur le je vous emmerde. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais là, je suis d'accord. Il n'y a pas de discussion. Je suis désolé. Elle peut pas dire qui doit parler, qui ne doit pas parler. Je suis d'accord. Je suis assez intolérant. L'énormité. S'il y avait un CSA qui faisait son travail, il devrait poursuivre ses propos. Ah non, on n'en rappelle pas au CSA. Madame Makovichou. Je pense que ce débat est complètement stérile avec des personnes qui n'ont aucune idée intelligente ou intelligente. D'accord, bon, il y a vous qui avez aussi, il y a vous qui détenez l'intelligence. Oui, mais alors là, on est au cœur du débat de l'intolérance et de ces femmes dont elle fait partie, qui sont quand même très minoritaires, heureusement, et qui étaient hier devant le cinéma à conspuer les spectateurs qui allaient voir le film de Polanski en disant finalement, comme nous on a été victimes, nous sommes les seuls légitimes à avoir une opinion là-dessus. Golnadel. Bonsoir. Trump tweet, mais vous super tweetez. Oui, il y a une concurrence entre nous deux. Certes. Je crois que vous êtes plus intelligent que lui. C'est gentil. Je ne veux pas il me semble. Plus subtil en tout cas, plus fin. Oui, parce qu'il a une certaine forme d'intelligence. Évidemment. Quand même. J'ai un petit tweet. Les deuils qui ont affligé la communauté juive, qui l'ont ensanglantée, viennent tous de ce qu'on appelle l'antisémitisme New Age. Les islamistes à radicalité palestinienne. Justement, parler de toutes ces affaires-là, le voile, etc., on oublie qu'il y a des gens qui ont des difficultés et que la gauche, globalement, après peut-être oublié qu'il y avait des gens qui avaient des revendications sociales et qu'on est passé, disons, d'une gauche sociétale qui a pris le pas sur une gauche sociale. Quand les gosses meurent en Méditerranée, on est cure. Un pro-hitlérien, ça passe crème. Ça passe crème. Soit des fins politiques, soit des fins idéologiques, parce que l'hypothèse que ce ne sont pas des gens d'extrême droite ou des nazis qui ont assassiné des juifs leur est pour eux totalement insupportable. L'idée, par exemple, que ce soit des islamistes qui est tué dans des écoles juives, ils n'aiment pas ça. Pour l'instant, on ne peut pas avancer aucune thèse. Vous ne pouvez pas dire ça non plus. Non mais, j'ai parlé d'hypothèse. Vous avez bien compris qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout dans la moindre hypothèse. Je fais confiance et dans les autorités politiques et dans les autorités policières de ce pays pour trouver vite l'auteur ou les auteurs de ce méfait. Mais je ne veux pas qu'on instrumentalise cette affaire. L'islamo-gauchisme, c'est une notion creuse, un concept creux, pour dénoncer ceux qui veulent l'égalité des droits entre les citoyens. Et c'est vraiment une façon, effectivement, de stigmatiser les gens, mais je ne vois pas en quoi il y a de l'islamo-gauchisme. Le fait de dire que les musulmans français ou britanniques ont les mêmes droits que les autres français britanniques, ce n'est pas du gauchisme, c'est simplement du républicanisme. Et ce concept d'islamo-gauchisme, c'est un concept pour diaboliser ceux qui veulent l'égalité des droits. Ce n'est pas un concept en tant que tel. Et d'ailleurs, pour la preuve, c'est que pendant très longtemps, on employait à tort et à travers et de façon, je dirais, alternative, islamo-fasciste et islamo-gauchiste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et Corbyn n'est pas... Alors, il était à la gauche du Parti travailliste. On peut dire qu'il est inquiété par son programme sur les nationalisations, etc. Mais dire que c'était un islamo-gauchiste, c'est vraiment... c'est une caricature. Et j'ai pas le sentiment que les forces politiques françaises courent après cet électorat. Excusez-moi, quand vous voyez... Comment vous appelez les déclarations très anti-israéliennes de Corbyn? Comment vous appelez la présence à la manifestation contre l'islamophobie le 10 novembre de Jean-Luc Mélenchon et des députés de la France Insoumise? Vous appelez ça comment? Moi, j'appelle ça de l'islamo-gauchisme. Et quand vous dites... J'ai fini, je vous laisserai répondre. Quand vous dites... c'est la défense des droits des musulmans comme citoyens. Non, Monsieur Boniface. La défense des droits des musulmans comme citoyens, ils ont les mêmes droits. Déjà, ils n'ont pas besoin de les défendre. Le vrai enjeu, c'est est-ce que l'islam a le droit d'imposer sa culture, son mode de vie dans les régions où les musulmans sont majoritaires, ou est-ce qu'il doit se fondre et il doit se soumettre à la culture et au mode de vie français, traditionnel français. C'est ça le débat. C'est pas une égalité de citoyens. Monsieur Zemmour, je ne suis pas musulman, je ne suis pas croyant, le mode de vie musulman ne me conviendrait pas, mais je pense qu'il y a quand même, et vous devrez l'admettre, qu'il y a beaucoup de discrimination. Cette manifestation contre l'islamophobie... Excusez-moi, je ne l'admets pas du tout. Je vous en prie, mais je vous réponds tout de suite. D'accord. Mais répondez après que j'ai parlé. Cette manifestation a été organisée après quoi? Après qu'un élu Front National ait empêché, contrairement à la loi, une maman voilée de venir au siège du conseil régional avec son fils. Bon, il a mésinterprété, il a simplement violé les lois sur la laïcité. Et
ensuite, il y a eu, dans une mosquée, quelqu'un qui est venu tirer à la carabine sur deux monsieur assez âgés qui étaient là et qui ont été blessés. Je pense qu'ils vont s'en sortir, mais quand même, on a tiré par balle sur des gens qui étaient dans une mosquée. Quand on tire par balle sur des gens qui sont dans une mosquée, j'appelle ça d'islamophobie. Quand on agresse dans la rue une femme qui a un voile, j'appelle ça d'islamophobie. Et donc, il ne me paraît pas, je trouve que c'était plutôt dommage que les autres forces politiques, par peur justement de se faire taxer d'islamo-gauchisme, ne soient pas venues à cette manifestation. Et je trouve que là, il y a vraiment une sorte de faiblesse parce que on aurait dû tous ensemble venir et manifester contre toutes les formes de racisme. Très franchement, parce que je vous aime. Tout ça, ce sont des anathèmes. Invitez-les sur les plateaux, parlez-leur de République et vous verrez que les républicains conséquents jusqu'au bout, ceux qui n'ont pas la laïcité à géométrie variable, sont devant vous à la France Insoumise. Juste d'un mot, puisque nous sommes actuellement dans le cadre du procès des attentats de Charlie Hebdo. Moi, je veux juste rappeler une chose. Les terroristes qui nous ont meurtris en 2015 poursuivaient un objectif politique. Celui-là a été théorisé par les organisations islamistes. Les terroristes islamistes. Cet objectif politique est le suivant. Il a été théorisé par ces gens-là. Instaurer au sein du peuple un clivage entre d'un côté les musulmans et le reste du peuple en France. Eh bien moi je vous dis que une certaine ambiance parfois médiatique, Gilles William, et je mets en garde, contribue à ce dessein. Il faut refuser ce clivage. L'important c'est l'unité du peuple en France, car c'est le moment des causes communes et de... Parce que la première des choses, c'est de chercher à se comprendre tous. Mais comme on est tous des égoïstes, parce que même moi je suis égoïste, alors on ne pense pas aux autres et on n'arrive pas à se comprendre. Bon, mais je vais vous dire, c'est peut-être pas long ce que je vais vous dire. L'abolition des privilèges, ça a duré combien de temps? Les gens instruits, des hypocrites, du fait qu'ils sont instruits, se créent des privilèges. Le résultat aujourd'hui, les nouvelles technologies dont certains ne bénéficient pas, plus on veut faire croire que les chevaux de labour vont courir aussi vite que les chevaux de course, c'est pour dire les instruits, ils racontent au peuple qu'ils vont devenir aussi intelligents. Les instruits se considèrent comme la race supérieure. Du moment que j'ai des diplômes, je suis au-dessus du peuple, qui est la race inférieure. Le peuple est la race inférieure, c'est malheureux à dire. Les instruits manipulent le peuple, érigent des lois qui les avantagent. Il y a les violents qui tuent les soi-disant bonnes personnes, qui se sont accaparés les richesses et qui font croire qu'ils sont gentils en créant les lois qui les protègent, manipulent le peuple ignorant. Beaucoup de personnes, comme au temps des Hébreux, soumis, il leur faut des guides, incapables de prendre des décisions eux-mêmes. Ce sont eux qui pensent à la place des personnes. Il y a ceux qui préfèrent être en paix, en vivant moins bien, mais soumis. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis très ému par ce que vous dites, monsieur. Très ému. Parce qu'on le sait, je l'ai dit, mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, et je crois savoir un peu ce que sont les gens modestes. Et tout ce que vous dites est vrai et juste. Je suis là, à regarder passer le temps, travaillant mon ennui, à cheveux dans le vent. Je suis beau, à écouter parler ces gens, sans comprendre leurs mots, tant que ça va de l'avant. Je suis rien, j'aime les femmes et les chiens, la nature est mon frein, dont je ne regrette rien. Au final,
ce matin, un café, une clope, la journée bat son plein. Je suis là, vacciné par la vie. L'amour fait les faux pas, et c'est l'autre mon ennemi. Je suis parti m'éloigner du banal et rejoindre cette salle d'attente pour le parler. Au final, je ne suis qu'un gars perdu. Mon âme, je l'ai vendue. Diable au détail. Au final, naviguant sans filet, pas besoin de moi, y'a personne de parfait. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis là de faire les mauvais choix, penser ma liberté sans mes propres idées.